L'obésité est une maladie définie par l'Organisation mondiale de la santé comme un excès de masse grasse qui peut entraîner d'autres pathologies. Pour les plus connues, l'hypertension artérielle, le diabète, les apnées du sommeil. Et cette maladie obésité altère la qualité de vie des patients. L'obésité est une maladie grave qui touche un nombre important de personnes et qui induit une surmortalité. Annuellement, dans le monde, il y a plus de 2 millions de personnes qui décèdent en raison de l'obésité. En pratique, on définit l'obésité grâce au calcul de l'indice de masse corporelle, le fameux IMC. Il s'agit d'un calcul, un rapport entre le poids et la taille qui permet de définir l'obésité. Et ainsi, on va pouvoir classer les patients en obésité sévère ou non en fonction du résultat de ce calcul. Il y a une chose importante à préciser. En France, la prise en charge chirurgicale pour l'obésité dépend de l'IMC. Lorsque l'indice de masse corporelle est compris entre 35 et 40, les patients peuvent être pris en charge pour une chirurgie à condition qu'ils aient associé une maladie associée, comme diabète, hypertension ou apnée du sommeil. Et au-delà de 40, tous les patients peuvent être pris en charge pour une chirurgie. L'obésité est une maladie multifactorielle qui a plusieurs causes. On a tous en tête des familles de patients obèses. Il y a forcément une cause génétique, mais il y a aussi des causes diverses comme l'alimentation, le mode de vie avec la sédentarité, la diminution de l'activité physique. C'est vraiment une maladie qui a plein de causes et qu'il va falloir essayer de traiter. C'est ce qui en fait toute la difficulté. Malheureusement, l'obésité est une maladie, mais nous n'avons pas à l'heure actuelle de traitement médical à proposer. De façon classique, pour perdre du poids, les patients qui ont un problème de surpoids font un régime. Malheureusement, les régimes sont des choses difficiles, il en existe de nombreux, et très souvent on voit des patients qui ont un problème de poids faire un régime, effectivement perdre du poids, et puis se lasser un petit peu du régime et reprendre du poids, avec parfois plus de poids qu'au départ. Voyant cette prise de poids, les patients refont un nouveau régime et se lassent et reprennent du poids. C'est le fameux effet yo-yo que l'on voit pour beaucoup de patients. Finalement, on a des patients qui vont faire plusieurs régimes et on va avoir une courbe de poids qui va augmenter et dire les régimes ne servent à rien et ne fonctionnent pas. Et pourtant, c'est bien la solution qu'il va falloir mettre en place, même avec la chirurgie et peut-être encore plus avec la chirurgie. Car c'est là où la chirurgie peut trouver toute sa place. Alors en fait, la chirurgie, c'est actuellement la solution la plus efficace pour perdre du poids. Malheureusement, c'est peut-être aussi la solution la plus contraignante. Parce que la chirurgie ne fait pas tout. Ce n'est pas le jour de l'intervention où on enlève les kilos au patient. La perte de poids, elle se fait sur un temps prolongé après la chirurgie, mais il faut pour cela que les patients aient une alimentation, une activité physique et en gros une vie adaptée à leur chirurgie. En pratique, les patients vont être au régime. Cependant, les patients n'aiment pas le mot régime. Alors on va parler de règles alimentaires, de diététique, mais ce sera bien un régime qu'il faudra faire toute sa vie. La chirurgie de l'obésité est actuellement le traitement de référence des problèmes de poids. C'est la technique la plus efficace pour perdre du poids. La chirurgie de l'obésité, certes, permet de perdre du poids, ce qui est finalement le but recherché par beaucoup de patients, mais l'intérêt majeur de la chirurgie de l'obésité est qu'elle va permettre de traiter ou de mettre en rémission certaines maladies associées, comme le diabète, l'hypertension et les apnées du sommeil, ce qui est vraiment le but de la chirurgie de l'obésité. La démarche pour une prise en charge chirurgicale pour un problème de poids est une démarche longue. L'obésité est une maladie multifactorielle qui a plusieurs causes. On va essayer de traiter toutes ces causes. Et pour traiter toutes ces causes, il faut une équipe. La prise en charge va se faire de façon multidisciplinaire. Il y a des piliers dans l'équipe. L'assiette, la tête et l'activité physique. Pour l'assiette, on va être pris en charge soit par un médecin nutritionniste ou une diététicienne. Pour l'aspect psychiatrique et psychologique, soit par un médecin psychiatre ou une psychologue. Et pour l'activité physique, cela est plus laissé au libre cours du patient. C'est pourquoi il faut une prise en charge multidisciplinaire. Et cette prise en charge multidisciplinaire, elle va être longue. Une décision de chirurgie, ça ne se fait pas en une journée ou 15 jours ou même 4 ou 5 mois. Donc il faut amener à la chirurgie des patients qui sont prêts à être opérés, qui ont acquis suffisamment
d'éléments pour bénéficier de leur chirurgie en post-opératoire et avoir une perte de poids durable dans le temps. En pratique, pour débuter une prise en charge pour une éventuelle chirurgie bariatrique, vous allez télécharger le classeur patient. Ce classeur patient vous apportera de multiples informations. Et pour débuter la prise en charge, les premières pages correspondent à un annuaire des professionnels. Dans cet annuaire, vous trouverez les coordonnées de toute l'équipe qui va vous prendre en charge. Vous allez donc d'ores et déjà prendre un rendez-vous avec un médecin nutritionniste ou une diététicienne et un médecin psychiatre ou une psychologue, ce qui permettra de débuter votre travail et nous ferons le point lors de la prochaine consultation de chirurgie. Le bilan préopératoire a deux buts. D'une part, faire un bilan de santé global des patients en état de surpoids. On découvre parfois des pathologies associées comme le diabète, l'hypertension, les apnées du sommeil ou la stéatose hépatique, qui correspond à un excès de gras dans le foie. C'est une pathologie qui est moins connue du grand public et qui peut être très grave car elle peut dégénérer en cirrhose, voire en cancer du foie. Donc le bilan préopératoire est important pour tout cela, mais ce bilan préopératoire est aussi important pour que l'on puisse opérer en toute sécurité les patients, avec par exemple la réalisation d'une fibroscopie gastrique. Cette fibroscopie va permettre de voir l'intérieur de l'estomac, qui est l'organe cible sur lequel on va travailler en chirurgie de l'obésité. Ce bilan comprendra donc un bilan cardiaque, bien évidemment la recherche d'apnée du sommeil, des bilans biologiques divers et variés, une échographie du foie, et, élément important, un bilan dentaire. En effet, pour pouvoir bien mastiquer après une chirurgie de l'obésité, on verra, et vous verrez avec l'équipe qui vous prend en charge que c'est un élément important, il faut avoir une bonne denture et donc avoir de bonnes dents. Nous devons adapter le parcours et la prise en charge des patients au profil des patients. Prenons par exemple un patient ou une patiente avec un problème de poids qui ne saurait pas faire la cuisine, un patient ou une patiente qui travaille la nuit, ou le cas assez difficile à prendre en charge des routiers qui partent toute la semaine dans leur camion. C'est pourquoi il est important de proposer un parcours personnalisé. Prenons l'exemple d'un patient qui ne saurait pas faire la cuisine, eh bien nous pouvons lui proposer de mettre en place un séjour qu'on va appeler diététique. Mais ce séjour pourrait se faire dans un établissement partenaire qui est le Logis des Francs à Cherveux près de Niort. Lors d'un séjour d'un mois complet, les patients vont pouvoir acquérir plein de notions de cuisine qui vont servir dans la préparation éventuelle à une chirurgie bariatrique. Autre élément aussi, dans la cohorte de patients, nous avons des personnes qui ont des maladies assez compliquées, qu'on appelle des troubles du comportement alimentaire. On ne sait pas toujours à quoi ça correspond, ce sont par exemple des boulimies difficiles, des choses comme ça, et il est bien évident que ce n'est pas la chirurgie qui va aider ces patients, en tout cas initialement. C'est pourquoi il faut leur proposer une prise en charge spécifique, et elle va se faire dans un service spécialisé du centre hospitalier Henri Laborie qui s'appelle le C4. Et là, sur une période longue, de 1 à 2 ans, les patients vont bénéficier de multiples ateliers, de multiples consultations pour essayer de traiter, avant une chirurgie, si elle est possible, les troubles du comportement alimentaire. Dans le cas de la prise en charge de l'obésité, nous avons et nous bénéficions d'un programme d'éducation thérapeutique qui permet de proposer des ateliers en groupe. Cette préparation en groupe se fait en parallèle de la préparation individuelle de chaque patient. Et prenons l'exemple d'un atelier qui est plébiscité par les patients, c'est la réalisation d'un repas avec la diététicienne de la Villa Santé, mêlant des patients déjà opérés et des patients en préopératoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, un échange de savoir entre les patients, et c'est ce type d'enseignement qui peut être mis en place à la Villa Santé, mais il y en a bien d'autres, et vous verrez cela sur les plaquettes de la Villa Santé. Pour bien comprendre la chirurgie de l'obésité, il faut comprendre comment on est fabriqué. Lorsque l'on mange, les aliments vont passer dans la bouche. Ensuite, il y a un tuyau qui va commencer ici dans le cou, qui va descendre dans le thorax et qui se termine dans le ventre. Ce tuyau, c'est l'œsophage. Il va servir de passage simplement des aliments et va se terminer dans une grosse poche qui est l'estomac. Dans l'estomac, les aliments vont être un petit peu brassés et ensuite aller dans le petit intestin ou intestin grêle. Et c'est là que va se faire un élément important, c'est l'absorption. Les cellules de l'intestin vont attraper dans les aliments tous les nutriments nécessaires pour faire fonctionner la machine du corps. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la chirurgie bariatrique ou chirurgie de l'obésité n'est pas une chirurgie récente. Les premières interventions ont été réalisées dans les années 60. Depuis cette époque, une meilleure connaissance de la maladie et la cœlioscopie ont permis d'améliorer les techniques.
il faut bien comprendre que ça reste une intervention chirurgicale avec des risques qui sont quand même existants, même s'ils sont de mieux en mieux contrôlés. La chirurgie bariatrique s'appuie sur deux grands principes. Le premier, c'est le fait que pour que le patient maigrisse, il faut qu'il puisse moins manger. C'est ce qu'on appelle la restriction. Pour cela, on va agir sur l'estomac, dont on va soit en enlever une partie, soit faire en sorte que les aliments n'aillent pas dans l'intégralité de l'estomac. C'est le principe notamment de l'anneau gastrique et de la sleeve gastrectomie. Le deuxième grand principe, c'est le principe de la malabsorption. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse en sorte que les aliments soient moins bien assimilés dans l'organisme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le corps humain, c'est le petit intestin qui va être responsable de l'absorption de ces aliments. Le principe de nos chirurgies est donc de créer un court-circuit, c'est-à-dire de faire en sorte que les aliments ne passent pas dans l'ensemble du tube digestif. C'est ce qu'on appelle la malabsorption. Et parfois, on ajoute la restriction et la malabsorption. C'est notamment le cas dans les gastric bypass et les SADI. Deux informations importantes à noter. La première est qu'au CHU de Poitiers, on a décidé de ne plus poser d'anneau gastrique puisqu'on considère que les complications et les résultats sont discutables. La deuxième est que vous avez peut-être entendu parler du mini bypass qui, derrière un nom un petit peu trompeur, n'a rien d'un bypass à minima. Et au contraire, c'est un bypass avec beaucoup de malabsorption. Et donc, actuellement, il n'est plus recommandé et plus remboursé par la Sécurité sociale. Le principe de la sleeve gastrectomie est d'enlever de façon chirurgicale environ 80% du volume de l'estomac, de faire réellement en sorte que les patients puissent moins manger. Cette action mécanique va également avoir une action sur la sécrétion d'une hormone appelée la gréline. C'est l'hormone de la faim. On peut donc dire que la sleeve agit véritablement comme un coupe-faim. Toutes nos chirurgies sont réalisées en cœlioscopie et l'objectif de cette cœlioscopie est de diminuer d'une part pour le patient les douleurs et surtout de faire en sorte qu'il puisse recommencer très rapidement ses activités de la vie courante et ses activités sportives. Pour la sleeve gastrectomie, le premier temps de l'intervention va consister au fait de libérer l'estomac de ses attaches, puis dans un second temps, on va insérer un tube de calibration qui sera équivalent au diamètre du futur estomac. L'objectif de cette intervention, c'est de réellement transformer l'estomac en un manchon, en un tube gastrique. Puis, une fois ce tube mis en place, on va réaliser un agrafage le long de celui-ci afin d'avoir notre future sleeve gastrectomie. Le patient peut remanger le soir de l'intervention chirurgicale. La sleeve est effectivement une intervention définitive et irréversible. Et la décision de cette intervention n'est donc pas à prendre à la légère. Il faut juste aussi savoir que la sleeve gastrectomie peut être le premier temps d'une autre intervention plus complexe, comme les gastric bypass ou les SADI. Tout comme la sleeve gastrectomie, cette intervention est réalisée par cœlioscopie, avec ici comme spécificité l'assistance robotique. Le robot va permettre au chirurgien d'être mieux, notamment grâce à l'existence de bras articulés et à une vision en 3 dimensions. Le mécanisme d'action du bypass est double. La première action qu'on va avoir, c'est celle de diminuer la taille de l'estomac et de faire en sorte que le patient puisse moins manger en quantité. Puis, la deuxième étape va être de créer un court-circuit, c'est-à-dire de faire en sorte que les aliments ne passent pas dans l'ensemble du tube digestif et donc de diminuer l'absorption des aliments. Là encore, le patient peut manger le soir même de l'intervention chirurgicale. Le SADI est une intervention particulière qui va être réservée soit à des patients en échec de première procédure chirurgicale, soit à des patients avec une superobésité, c'est-à-dire un IMC supérieur à 50. Il s'agit, pour parler assez grossièrement, de super bypass, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la malabsorption soit très importante. On retrouve 3 grands types de complications à la phase aiguë. La première complication que l'on va retrouver, c'est l'hémorragie, c'est-à-dire un saignement sur la rangée d'agrafes. Cela peut nécessiter parfois une reprise chirurgicale. La deuxième complication que l'on peut avoir, c'est la fistule, c'est-à-dire une fuite des aliments lorsque le patient mange. Cela se traduit en général par de la fièvre, des douleurs, des vomissements. Il faut bien sûr que le patient revienne à l'hôpital, qu'on puisse réaliser un bilan complet et, si nécessaire, une reprise chirurgicale. Dans ces cas-là, le patient peut être amené à rester plusieurs semaines et même parfois plusieurs mois à jeun avec une nutrition par voie intraveineuse. Enfin, la dernière complication qui peut survenir principalement sur les bypass sont les mécanismes de torsion, de twist de l'intestin, puisque cette chirurgie
va réaliser des modifications anatomiques. Là encore, cela peut nécessiter une reprise chirurgicale. Les complications chroniques sont différentes qu'il s'agisse d'une sleeve ou d'un bypass. La principale complication sur le long terme des sleeve gastrectomies va être le reflux gastrique, c'est-à-dire des douleurs et des remontées acides. Pour le bypass et le SADI, ce qu'on peut craindre surtout, c'est une carence en vitamines, puisque ce sont des interventions qui agissent sur l'absorption des aliments et donc des vitamines. Enfin, la dernière complication sur le long terme que l'on craint tous, c'est l'échec de la perte de poids, c'est-à-dire qu'après une réduction pondérale intéressante, le patient va reprendre du poids. Cela peut être cependant contrôlé avec un bon suivi multidisciplinaire et des règles hygiéno-diététiques bien respectées. On nous pose souvent la question, quelle est la meilleure chirurgie bariatrique existante? Ce que je peux dire, c'est qu'il n'existe pas une, mais des chirurgies, avec chacune des avantages et des inconvénients. En tous les cas, la décision doit être mûrement réfléchie et doit être prise par le patient en accord avec l'équipe médicale, avec le chirurgien et avec le médecin traitant. En tous les cas, la chirurgie à elle seule ne suffit pas pour traiter l'obésité et le patient doit s'inscrire réellement dans un parcours multidisciplinaire de prise en charge et de suivi. On peut dire que la chirurgie à elle seule n'est pas un miracle. La chirurgie bariatrique impose pas mal de choses aux patients. En effet, il faut respecter tout d'abord les règles diététiques acquises en préopératoire, mais pas seulement pour quelques semaines après l'opération. Il s'agit de choses à mettre en place à vie pour les patients pour avoir un bénéfice complet de la chirurgie sur des années. Ces règles doivent être régulièrement réexaminées par l'équipe multidisciplinaire pour toujours coller aux recommandations et ainsi un suivi doit être régulier et à vie. L'obésité est une maladie, mais une maladie chronique. C'est une maladie dont on ne guérit pas, à savoir qu'il faut la soigner toute sa vie. Et ainsi, un patient opéré devra toute sa vie durant bien respecter les règles de diététique, de nutrition et sa prise en charge multidisciplinaire. Une des conséquences de la perte de poids importante est la peau qui tombe. C'est quelque chose qui gêne beaucoup de patients et de patientes, qui peut bien sûr être pris en charge par les collègues chirurgiens plasticiens. Cependant, c'est une chirurgie qui ne doit pas avoir lieu pendant la perte de poids importante initiale. Il faut donc attendre que le poids se stabilise et en général, l'intervention de chirurgie plastique et reconstructrice a lieu 1 an à 2 ans après l'intervention initiale. Un projet de grossesse est tout à fait possible après chirurgie de l'obésité, cependant c'est quelque chose qui doit se programmer. En effet, il ne faut pas mener à terme de grossesse pendant la période immédiatement post-opératoire où la perte de poids est majeure, car cela risquerait d'avoir des conséquences sur le fœtus en raison de carences vitaminiques importantes. C'est pourquoi l'équilibre vitaminique est majeur dans ce cas-là et le projet de grossesse doit être mené uniquement si les vitamines sont bien normalisées. Enfin, pendant la grossesse, la vitaminothérapie doit être adaptée de façon spécifique et le suivi des futures mamans se fait de manière plus rapprochée qu'une grossesse normale. En résumé, on pourrait dire que l'obésité se caractérise par un excès de masse grasse et cette obésité va entraîner une série de pathologies qui peuvent être mortelles parfois pour le patient. Au premier rang duquel on va retrouver le diabète, l'apnée du sommeil, les stéatoses hépatiques, l'hypertension artérielle. Actuellement, la chirurgie est le seul moyen de traiter efficacement cette obésité. Elle s'inscrit bien souvent dans un processus multidisciplinaire durant lequel on va demander aux patients d'avoir un suivi nutritionnel, un suivi psychologique et également de pratiquer une activité physique. En conclusion, la chirurgie de l'obésité est la solution la plus efficace pour perdre du poids. C'est une solution assez contraignante qui impose un suivi multidisciplinaire à vie, mais c'est un nouveau départ pour tous les patients.